Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter brièvement un sujet très intéressant dans le monde du forge, c'est la simulation en forge. Le logiciel qu'on va manipuler est le logiciel Transvalor Forge NXT. Avant d'entamer la phase de simulation, on aura besoin de clarifier d'abord certaines notions qui seront utilisées par la suite lors de la simulation. Pourquoi la simulation numérique du forge? D'abord pour réduire le temps de prototypage et de conception. Ensuite pour réduire les coûts d'essai et de matière. Aussi pour concevoir des pièces complexes. De surcroît pour optimiser les gammes de forge. Et enfin pour estimer la durée de vie des outils. Le but de cette simulation est de prédire. Premièrement la forme finale de la pièce forgée. Deuxièmement les défauts comme les replis, les sous-remplissages et les excès de matière. Troisièmement les évolutions métallurgiques, répartition de phases, et microstructurales, taille de grains et taux de recristallisation. Quatrièmement les efforts de presse. Et finalement la distribution des températures dans la pièce. Concernant le processus d'analyse en utilisant le modèle numérique. On commence par la détermination du problème physique. Ensuite on pose les hypothèses de modélisation. Puis on détermine le modèle mathématique à suivre. Par la suite on discrétise le problème. Après cela on détermine le modèle numérique et on estime sa précision. Et en cas de non-satisfaction, il faut refaire le maillage pour évoluer le modèle numérique. Enfin la phase de vérification des hypothèses de modélisation et d'interprétation des résultats. À ce niveau, si les résultats divergent, il faut évoluer les modèles numériques. Pour les étapes de simulation numérique, on commence d'abord par le modèle géométrique, suivi par le modèle du matériau, puis le modèle du chargement, ensuite le modèle des conditions limites, après la phase de calcul, et enfin la visualisation des résultats. Pour les 4 premières étapes, elles s'effectuent au niveau du pré-process du logiciel. Et pour visualiser les résultats, on aura besoin du post-process. Afin de choisir le modèle géométrique adéquat, on commence par l'objet d'intérêt, c'est-à-dire la pièce finale. Après, on dégage la forme surfacique ou volumique des éléments d'outillage en contact direct avec la pièce, généralement le poinçon et la matrice, et on réalise leur chaos à part. En plus, on détermine la forme de la pièce initiale, ou la matière première. Puis on élabore le modèle géométrique qui dépend à l'objet d'intérêt. Enfin on passe du modèle géométrique vers le modèle numérique, c'est-à-dire le maillage. Pour réaliser le modèle géométrique, on suit les étapes suivantes. Premièrement l'idéalisation dans la mise en forme. En effet pour les formes 3D, il n'y a pas de phase d'idéalisation. Pour les formes secondes elles seront utilisées dans le cas d'épaisseur moyenne. Pour ce faire, on trace le feuillet moyen. Pendant que les formes 1D, elles sont utilisées pour les barres et les poutres. Pour cela on trace la fibre neutre. Deuxièmement, la simplification de la forme. L'idée directrice est de modifier la CAO visuelle en vue d'une simplification des opérations de maillage. À travers la suppression des perçages, des bossages, et des dépouilles. Ainsi que l'exploitation des propriétés géométriques, par exemple l'utilisation de toutes les symétries. À savoir la symétrie plane, l'axisymétrie et la symétrie cyclique. Le deuxième chapitre se déroule autour de la rhéologie des métaux. Commençant par une petite définition de la rhéologie. Alors, la rhéologie est la science qui s'intéresse à l'étude phénoménologique de la variation de la contrainte d'écoulement du métal. Cette évolution dépendra des sollicitations qui lui sont appliquées mais également de l'histoire des traitements thermomécaniques subis par le matériau. On cherche à répondre aux questions suivantes. Quelles sont les variables d'écrouissage? Comment font-elles évoluer la contrainte d'écoulement? Et comment peut-on, à partir d'essais, idéaliser cette évolution sous forme de lois mathématiques utilisables pour un calcul analytique ou numérique? D'abord c'est quoi le phénomène d'écrouissage? Le phénomène d'écrouissage est le durcissement d'un métal du C-tile sous l'effet de sa déformation plastique. Il s'explique par l'interaction des dislocations à chaud. Il y a un autre terme qui est très intéressant, c'est l'adoucissement. Alors, l'adoucissement est une technique pour rendre la déformation du métal plus aisée au cours de la forge comme le traitement thermique. Passons aux facteurs influençant ces phénomènes. D'abord la température. La courbe suivante désigne l'impact de la température sur le métal. La zone 2 signifie le domaine athermique, à mi-chaud, dans laquelle taux ne dépend pas de la vitesse de déformation. Et il décroît très légèrement avec la température. Pour les zones 1 et 3, il s'agit des domaines thermiques actifs au cours desquels taux augmente avec la vitesse de déformation et il diminue avec la température. Le deuxième facteur est la déformation. Pour les déformations à froid, l'augmentation de la déformation génère l'augmentation de la contrainte d'écoulement. Et à chaud, la restauration et la recristallisation sont des phénomènes ayant pour effet d'annuler l'écrouissage. Ils sont activés thermiquement, ils surviennent au cours de traitements thermiques, en particulier de recuit. Le dernier facteur est la vitesse de déformation. À froid,
L'augmentation de la vitesse de déformation génère l'augmentation de la contrainte d'écoulement. Et à chaud, il existe plusieurs modèles selon la nature du métal. On passe à la partie la plus importante dans ce chapitre, c'est la partie des modèles rhéologiques des matériaux. Le premier modèle est le ressort. Ce modèle analogique représente le solide hookéen, comportement mécanique purement élastique, et il subit la loi de Hooke exprimée comme suite. L'amortisseur. Ce modèle représente le fluide newtonien, comportement visqueux ou liquide newtonien, et il subit la loi de Newton suivante. Le patin ou élément de Saint-Venant, modèle représentant le solide rigide parfaitement plastique. Il introduit une non-linéarité dans les modèles. Il décrit un comportement plastique déformation irréversible, utilisé pour les fluides à seuil. La contrainte appliquée doit dépasser un seuil de plasticité, appelé aussi seuil de déformabilité, de friction, contrainte d'écoulement pour obtenir un déplacement. Il existe d'autres modèles qui sont des combinaisons entre les modèles de base comme le modèle de Saint-Venant ou modèle de Prentl, ressort et patin assemblés en série, décrit un comportement solide élastique linéaire parfaitement plastique, ou élastoplastique, sans écrouissage. Les déformations sont élastiques sous faible contrainte, sous le seuil de plasticité. Démarche de la caractérisation rhéologique des matériaux. On commence d'abord par l'identification du comportement du matériau en répondant sur les questions suivantes. 1. Quelle est la température de la forge? 2. Est-ce que le matériau présente un écrouissage? Un comportement anisotrope. 3. Quelle est la forme de la matière première? Après, on aura besoin de choisir le test adéquat, c'est-à-dire choisir le meilleur test permettant l'identification du comportement essai de traction, essai de compression, torsion, fluage. Finalement, on choisit la démarche pour identifier les paramètres rhéologiques de la loi de comportement choisie, c'est-à-dire déterminer le comportement le plus proche du comportement réel du matériau à partir des résultats des essais. Pour le modèle rhéologique, il existe une loi très importante qui sera utile au niveau des résultats de la simulation, c'est la loi d'écoulement viscoplastique suivant le modèle de Hansel et Spittel. La loi de Hansel et Spittel s'applique au comportement viscoplastique. Elle est thermodépendante et tient compte des phénomènes d'écrouissage ou d'adoucissement. Elle prend aussi en compte la vitesse de déformation du matériau. Elle se présente sous la forme O. T est la température donnée en Celsius. M1 et M9 définissent la sensibilité du matériau à la température. M5 terme couplé température et déformation. M8 terme couplé température et vitesse de déformation. M2, M4 et M7 définissent la sensibilité du matériau à la déformation. M3 dépend de la sensibilité du matériau à la vitesse de déformation. La plupart des matériaux référencés présentent des valeurs nulles pour les paramètres M5 à M9. On simplifie donc l'équation comme ceci. Le dernier chapitre est celui de la tribologie. C'est quoi la tribologie? La tribologie intervient chaque fois que deux corps en contact ont un mouvement relatif. Le frottement dissipe environ 1% de l'énergie produite en France. Il est responsable de l'usure et de la ruine des mécanismes concernés. Ce qui nous intéresse dans ce chapitre est les lois de frottement. La plupart des lois de frottement implémentées sont basées sur des modèles à seuil. On admet qu'il existe une contrainte de cisaillement limite taux C telle que si taux inférieur à taux C0, il n'y a pas glissement. Si taux est égal à taux C, il y a glissement égal à G, avec G seuil de glissement fixé a priori. Et si taux est supérieur à taux C, il n'y a pas de configuration admissible. Il existe différents modèles pour caractériser les frottements présentés sous forme de lois. Et les lois qui nous intéressent sont la loi de Tresca, la loi de Coulomb, et la loi de frottement viscoplastique.